Bonsoir Thierry Arnaud, bonsoir, BFM TV, bonsoir Bruno Jeudi, le JDD, bonsoir, merci à tous les deux. Le ton est plus modéré, celui d'Edouard Martin. Il a commencé sur un ton assez modéré en disant qu'il y avait certaines annonces intéressantes, mais il a fini sur un ton beaucoup plus dur et un ton très combatif. Et effectivement, il a dit c'est Laurence Parisot qui a gagné, mais il a aussi précisé la page de la nationalisation ou de la reprise est tournée pour le Premier ministre. Et politiquement, ce sont des images qui sont assez étonnantes. Il y a quand même un paradoxe là-dedans, qui est que le gouvernement a quand même obtenu des choses de la part de Mittal. Et si on regarde la façon dont Mittal travaille à l'échelle mondiale, le fait qu'il accepte de maintenir les emplois, le fait qu'il accepte de mettre de l'argent en plus, le fait qu'il accepte de parler d'un nouveau projet industriel, le fait qu'il maintienne les hauts fourneaux en l'état, obtenir tout ça de M. Mittal, c'est pas loin d'être un exploit. Simplement, le dossier a été géré de telle manière, on a entretenu de tels espoirs, et notamment Arnaud Montebourg naturellement, qu'aujourd'hui, ce qui est au fond une forme de succès pour le gouvernement est en train d'apparaître comme un échec total. Là, c'était un peu le constat, j'allais dire, des désillusions un petit peu pour les syndicats qui, la semaine dernière, Arnaud Montebourg leur a fait miroiter une solution miracle, celle d'un repreneur solide et sérieux que Jean-Marc Ayrault n'a pas reconnu. Il l'a visiblement encore confirmé ce soir devant les syndicats, ou la solution de la nationalisation temporaire qui tout à coup est devenue une espèce de mot magique pour pas mal de... Qui a séduit aussi à droite, qui a séduit à droite, qui a séduit énormément à gauche, jusqu'à certains ministres qui sont montés au créneau pour défendre cette solution, qui n'était en fait qu'un élément dans la négociation avec M. Mittal. Un moyen de chantage, en fait. Voilà, François Hollande l'a admis, d'avoir utilisé un peu son ministre du redressement productif pour ça. Et donc ce soir, on est un peu dans la séquence des illusions. Il y a des choses sur la table. C'est pas suffisant. Édouard Martin disait il faudrait encore 180 millions. Vous voyez, on est plutôt maintenant dans la négociation de l'enveloppe financière que Mittal pourrait mettre sur la table. Il trouve que le compte n'y est pas, mais on est rentré quand même dans une autre voie qui est celle d'une négociation, peut-être faire remonter encore le montant investi par Mittal en France. Mais clairement, Jean-Marc Ayrault a fermé le dossier, les autres dossiers, c'est-à-dire celui du repreneur ou celui de la nationalisation. Sur le plan... Bon, alors tout à l'heure, Jacques Attali sur ce plateau... il l'a dit d'ailleurs. Oui, c'est ça. On imagine que le ton était ferme. Oui. Mais c'est vrai que si on se réfère à ce que vous venez de dire par rapport effectivement à ce que fait Mittal dans le reste du monde ou à ce que disait tout à l'heure Jacques Attali, c'est-à-dire 50 000 nouveaux chômeurs par mois, là 629 emplois qui seraient peut-être maintenus par un plan social et dans une activité dépassée dans le cadre de Florange et pas dans des ports, par exemple à Dunkerque ou à Fos. Donc une réflexion là-dessus. On n'y est pas du tout. Là. On est encore dans le mythe, on est encore dans la légende, on est encore dans le rêve maintenu, l'illusion. Mais c'est tout le paradoxe de ce dossier finalement. Des choses sauvées à Florange, des dégâts politiques à Paris, à l'arrivée quand même 629 emplois sauvés. Il faut quand même le dire, c'est une demi-journée. Actuellement, c'est 1500 chômeurs par jour. Donc là, pour le gouvernement, c'est pas mal en tous les cas. C'est une victoire symbolique. C'est une victoire symbolique, mais à l'arrivée, c'est une défaite qui devient presque une défaite politique pour le gouvernement, avec un ministre du redressement productif qui a failli démissionner, un Premier ministre qui a été obligé de faire du rétropédalage, et un président qui essaie de qui tire les ficelles en coulisses, qui n'apparaît pas au premier plan. Ça fait des dégâts à gauche assez importants. Jean-Marc Ayrault, il joue quand même il joue un rôle important là, dans la mesure où peut-être qu'effectivement, aux yeux de ces syndicalistes, il symbolise une forme de trahison, peut-être, mais quand même, aux yeux d'un certain nombre d'acteurs précis, il est aussi assez ferme. Il est aussi assez clair. Il est ferme et clair. Il est l'incarnation, au fond, on pourrait dire, du réalisme économique dans cette affaire, en opposition, si l'on peut dire les choses comme cela, par rapport à Arnaud Montebourg, qui a entretenu des espoirs qui, d'une certaine manière, ont été jugés irréalistes, y compris au sein du gouvernement, y compris par Matignon, sur l'identité, la crédibilité du repreneur, comme le disait Bruno il y a quelques minutes. Vendredi soir, Jean-Marc Ayrault nous a quand même expliqué pourquoi la nationalisation, non seulement n'avait pas été sérieusement envisagée, mais pourquoi elle était un non-sens, au fond, juridique aussi bien qu'économique. Et il y a un certain nombre de lignes rouges pour lesquelles Jean-Marc Ayrault a tenu le cap. Et il l'a fait encore ce soir. C'était intéressant d'avoir ce compte-rendu où il disait effectivement, Jean-Marc Ayrault a parlé, il a accepté certaines choses, il en a refusé d'autres, et tous les ministres, Arnaud Montebourg y compris, ont sagement écouté. Et en même temps, une fermeté à défendre une politique économique définie avec le président. Et en même temps, on retrouve un peu le Premier ministre en première ligne, qui annonce les mauvaises nouvelles,
qui est aussi un peu dans son rôle de fusible par rapport au président. Le président est assez totalement silencieux sur ce dossier, mais on sait qu'en coulisses, c'est lui qui prend les décisions. Donc on est revenu à une forme assez classique de fonctionnement de l'exécutif. Au fond, c'est ce que François Hollande avait annoncé pendant la campagne. On voit bien que c'est Jean-Marc Ayrault qui tient les leviers, quitte aussi à distribuer les mauvais points et à se mettre un ministre à dos. Mais bon, voilà, le ministre a dit qu'il restait à son poste de travail et de combat. Il a été autorisé visiblement à faire part un peu de sa mauvaise humeur à la télévision samedi soir. Tout le monde l'a entendu. Mais il est toujours là aujourd'hui dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Alors, l'intersyndicale, donc on les a entendus, estime donc que le MEDEF a gagné, que la résistance continuait. Ça, c'est, comment dire, une nourriture à venir pour la gauche de la gauche, pour Jean-Luc Mélenchon, pour le Parti communiste, la CGT. Voilà, on a l'impression qu'il y a un front qui est en train de se dessiner, qui est une opposition claire au gouvernement. Oui, effectivement, mais je crois que l'enjeu pour le gouvernement était pas vraiment celui-là. Ce soir, c'était pas la préoccupation du moment. Ce qui a été gâché, c'est une opportunité d'ajouter à ce qui a été, encore une fois, je pense, un accord pas formidable, mais convenable sur le plan industriel, de transformer ça en une victoire politique aussi. Et l'échec, il est plus sur ce plan-là. C'est aussi, Thierry, quelque part, on s'inscrit depuis la remise du rapport Gallois, le pacte de compétitivité, dans une social-démocratie assumée par François Hollande lors de sa conférence de presse, par Jean-Marc Ayrault vendredi soir, de manière très nette, peut-être avec des mots un peu brutaux, mais en tous les cas, c'est un tournant économique qu'assume dans le discours, la réalité du pouvoir, c'est plus assumé peut-être que la musique qu'on entendait pendant la campagne, et on va faire peur aux financiers, et on va réveiller quelques vieilles idées de gauche qui aujourd'hui appartiennent plutôt au discours du front de gauche. Clair, Bruno, parce que quand on a Arnaud Montebourg qui va nous expliquer dans les Échos que Mittal n'est pas le bienvenu en France, c'est quand même aussi le gouvernement qui parle. Et jusqu'à preuve du contraire, en totalité, Arnaud Montebourg n'a pas été désavoué. Alors sur le fond, est-ce qu'il mène plutôt la politique que vous décrivez? Oui, bien sûr, mais le discours n'est pas d'une clarté absolue sur le sujet. Je pense que Arnaud Montebourg est ce qu'il représente, c'est-à-dire cette gauche volontariste, protectionniste, industrielle, est nécessaire à François Hollande. Il en a besoin politiquement, parce qu'il doit border sa gauche, qui aujourd'hui est quand même assez offensive par la voix de Jean-Luc Mélenchon. Et le Parti communiste qui au Sénat ne vote aucun texte du gouvernement. Et on a bien vu que sur le traité européen budgétaire européen, une partie des socialistes n'avait pas voté, avait même voté contre. Donc il est en train d'assumer cette opposition, mais pas jusqu'à l'intérieur du Parti socialiste et à l'intérieur du gouvernement. Et donc concrètement, pour François Hollande et Jean-Marc Ayrault, pas question d'une démission d'Arnaud Montebourg 6 mois après la formation du gouvernement. François Hollande, il aime bien les synthèses, mais bon, les courants à l'intérieur du gouvernement, ça va quand même être compliqué, Ruth. Donc c'est quand même en rang serré. Oui, mais en même temps, il fait tout pour le garder. Il essaie de jouer sur les deux tableaux à la fois, et à un moment donné, ça pose un problème de lisibilité de la lecture de la politique du gouvernement, c'est clair. Voilà, puisque Arnaud Montebourg se pose la question de démissionner, il est retenu. Ce soir, il ne parle pas, il participe à la réunion. Oui. Il est prié de participer à la réunion à condition de ne pas parler. Il accepte. Je pense que pour Arnaud Montebourg, ce qui est compliqué, c'est que d'abord, ça fait 6 mois qu'il est au gouvernement, qu'il n'a pas encore engrangé un résultat, j'allais dire, il n'a pas sa victoire voyant, il n'a pas sa victoire politique dans les dossiers difficiles qu'il gère, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'Arnaud Montebourg, c'est lui qui a le ministère le plus difficile de ce gouvernement. C'est lui qui se tape tous les dossiers difficiles. Comme il dit, c'est le Bercy d'en bas, c'est le Bercy où il faut aller voir les conflits sociaux. Donc il n'a pas encore la victoire politique qui lui permettrait de sortir par le haut et peut-être de s'émanciper et de François Hollande et de son gouvernement et d'aller miser sur l'avenir autrement et en dehors. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir un peu sur cette réunion de l'intersyndicale. Donc, on a entendu juste un petit mot. On va écouter Jean-François Copé qui a fait son petit point de presse ce matin. Quand même, on ne peut pas se passer d'une petite minute UMP par jour. Jean-François Copé, donc on sait que les rendez-vous se sont succédés, qu'il y en aura encore un demain. Mais bon, est-ce que ça se passe aussi bien qu'il ne le laisse entendre? On va l'écouter ce matin. Il avait l'air de dire que c'était très cordial. C'est un des moments qui nous a fait sourire ensemble. Voilà. Donc vous voyez, il peut y avoir des vertus à certaines initiatives. On ne peut pas d'un côté se plaindre de ce qu'on ne parle pas, et puis quand on se met à se parler, voilà que tout d'un coup, on aurait presque l'impression que certains en seraient presque déçus qu'on se parle. Voilà, Jean-François Copé qui ironise
et apparemment avec François Fillon, sur les non-alignés, voilà, sur les non-alignés qui essayent de peut-être revenir dans le jeu. Alors, la vraie question, c'est est-ce que ça se passe aussi bien que ce qu'on dit, ou ce qu'en dit Jean-François Copé ? Non, je pense que ça ne se passe pas aussi bien que ce qu'on dit. Je pense que François Fillon, cette semaine, a décidé de changer de stratégie, de moins communiquer, et en tous les cas de plus parler avec Jean-François Copé, d'essayer de trouver une solution tous les deux, ensemble, dans une salle. Là, on arrive à la moitié de semaine, il devait y avoir un 4e rendez-vous. Il n'y a pas eu de rendez-vous ce soir, je pense, parce que justement, François Fillon est un peu agacé que ça n'avance pas aussi vite et qu'il y a beaucoup de blocages, notamment sur la question du calendrier du vote, parce qu'on a bien compris qu'il y en a un qui voulait voter après les municipales et l'autre un délai raisonnable, a-t-il dit. Donc on imagine qu'un délai raisonnable, c'est au moins pendant le premier trimestre 2013. Donc à mon avis, ça ne se passe pas si bien que ça. Et on va voir s'il y aura un 4e rendez-vous et s'il y aura une fumée blanche d'ici la fin de semaine. C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. Hein. Ouais, je suis d'accord avec Bruno. Je pense que la fin de semaine, c'est une échéance qui est quand même assez cruciale. Et effectivement, quelqu'un dans l'entourage de François Fillon me disait l'autre jour, on ne progresse pas, mais ça avance. Voilà, c'était un bon résumé je pense, du climat. En fait, je crois que la réalité, c'est que personne ne veut lâcher sur les points qu'il considère essentiels. Jean-François Copé ne veut pas lâcher son fauteuil à brève échéance. François Fillon ne veut pas abandonner son groupe parlementaire sans avoir des garanties très importantes. Et donc se pose la question de savoir s'il pourrait effectivement arriver dans un contexte où il y aurait une espèce d'accord qui verrait Jean-François Copé garder son fauteuil, peut-être comme il le suggérait jusqu'à après les élections de 2014. Et puis, François Fillon garder son groupe parlementaire, parce que François Fillon lui-même est en train de se rendre compte que finalement, cette tribune, ces moyens, tout ce pouvoir, cette façon d'exister que lui donne ce groupe parlementaire, c'est finalement pas si mal. Signe, Thierry, de cette dégradation, il y a la menace maintenant d'un groupe au Sénat, où on sait que les fillonistes sont majoritaires. Oui. Et là, pour le coup, cette menace agitée ce soir, c'est bien le signe quand même d'une dégradation dans ces fameux tête-à-tête mystérieux. Merci beaucoup à tous les deux. Tout de suite, c'est Alain Marchal, bien sûr. Je vous retrouve avec Olivier Mazan.